Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du professeur Al-Hussein Haji qui est destinée aux élèves qui préparent leur baccalauréat et également à tous les élèves qui entament un cycle universitaire ou bien des filières d'ingénieurs. Bien, donc cette vidéo c'est une application de la première vidéo sur les ondes mécaniques. Donc je vais vous proposer une série complète que vous pouvez télécharger bien sûr dans la description de la vidéo, et dans cette vidéo je vais essayer de corriger 3 exercices. Bon, voilà l'aspect de la série, qui est téléchargeable bien sûr dans la description. Donc vous avez pratiquement tous les types d'ondes mécaniques, tous les types de questions, et à la fin quelques exemplaires du baccalauréat, en particulier bac 2017 et bac 2015. Donc la série, bien sûr, elle est disponible dans la description de la vidéo. Bien, donc on commence par l'exercice 1. On va essayer de voir beaucoup de choses qui sont communes presque à tous les exercices sur les ondes. Première remarque, on vous donne toujours des courbes et plein d'informations peuvent être déduites à partir des courbes. Donc là on va traiter une onde le long d'une corde tendue. On vous dit entre deux points S1 et S2 distants de 5 mètres, toujours souligner les données importantes. Cette corde est soumise à une perturbation au point S1. Les photographes d'une partie de la corde aux dates, donc les photographes sont prises à la date T1, c'est écrit ici, T1 et T2, 0,2. Donc ça c'est l'instant T2. D'accord, en l'aspect représenté sur la figure ci-contre. Donc ça c'est l'aspect de la corde aux instants T1 et aux instants T2, et on vous donne la distance entre les deux points. Donc, à partir du schéma, déterminer la célérité de l'onde se propageant le long de la corde. Ensuite, comme j'ai rappelé dans le cours, la célérité dépend de plusieurs paramètres comme la tension de la corde et son inertie, c'est-à-dire sa masse. Donc, et on vous donne une formule que la vitesse c'est racine carrée de T sur mu. T c'est la tension de la corde, mu c'est ce qu'on appelle la masse linéique. Qu'est-ce que ça veut dire la masse linéique? C'est la masse par unité de longueur. C'est-à-dire en un mètre de la corde, elle pèse combien? Si on vous donne par exemple mu égale à 1 gramme par mètre, ça veut dire que chaque mètre de la corde va peser 1 gramme. Donc les unités internationales sont utilisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la longueur c'est en mètres, la masse est en kilogrammes, la force est en newton. Donc vérifier l'homogénéité de cette relation. Ça signifie quoi l'homogénéité? Est-ce que les unités de racine carrée de T sur mu est effectivement une unité de la vitesse? Ensuite, calculer la célérité avec cette formule et comparer avec la valeur déterminée expérimentalement. Voilà un exercice extrêmement classique sur les ondes. Enfin, on vous dit que la variation de l'élongation du point S1 au cours du temps, cette fois-ci, c'est la variation juste d'un point. Comment elle varie un point en fonction du temps? C'est bien de faire la différence entre l'aspect de l'onde à l'instant T, qui est en fait Y en fonction de X, et là, l'élongation d'un seul point, il se déplace en fonction du temps, et voilà comment il varie l'élongation du seul point S au cours du temps. Quelle est la longueur de la corde affectée par la perturbation? C'est-à-dire, quelle est la partie de l'onde qui y est perturbée pendant au cours de ce temps-là. Bien, donc on va entamer la réponse. On commence par la première question. Avant de commencer, je vous pose une question supplémentaire. Quelle est la nature de l'onde le long de cette corde? Quelle est sa nature? Est-ce qu'elle est transversale ou bien longitudinale? Bien sûr, quand on veut perturber la corde, qu'est-ce qu'on fait? On déplace la corde verticalement. Donc, je disais, pour créer une perturbation le long de la corde, vous allez déplacer la corde verticalement. Et vous voyez bien le sens de déplacement de la corde, elle est dans ce sens-là.
Donc la direction de la perturbation, elle est comment? Elle est perpendiculaire à la direction de propagation. Et ce type d'onde, on les appelle ondes transversales. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de cette courbe? On peut déduire la distance entre le point S1 et le point S2. Cette distance, elle est combien? Elle est de 1 mètre. Quoi encore? On peut déterminer quel est le décalage temporel delta t entre l'instant T2 et T1. Donc, je connais quoi? Je connais la distance parcourue par la perturbation et le temps de cette durée et la durée de cette la durée correspondante. Donc, si vous connaissez la distance et le temps, bien sûr, vous pouvez calculer la vitesse. V est égal à d sur delta t. Bien, voilà le premier point. Deuxième point, c'est toujours d'utiliser les unités internationales. Donc là, il n'y a pas de problème. Le temps est en secondes, la distance en mètres. Donc on peut faire tout de suite l'application numérique. Donc delta t, c'est-à-dire la durée qu'a mis la perturbation pour passer de S1 à S2, c'est T2 moins T1. Bien, donc je continue. Donc on a delta t, on a la distance. Donc on peut calculer la vitesse facilement. C'est d sur delta t. Donc delta t 0,10, 1 sur 0,1, c'est 10 mètres par seconde. N'oubliez pas les unités. Bien. Maintenant, on vous dit que la célérité des ondes le long d'une corde, vérifiez la relation, la vitesse est égale à la racine carrée de t sur mu. Avec la valeur de t, c'est donné dans l'énoncé. D'accord? T, c'est la tension de fil. D'abord, on va vérifier l'homogénéité de cette relation. T, c'est une force. Donc, vous savez que une force, c'est la masse fois l'accélération. Donc, la masse, l'unité, c'est m. L'accélération, c'est quoi? C'est longueur divisé par t au carré. Donc, la dimension d'une force, c'est la masse fois l'accélération. Donc, la masse fois l'accélération, c'est longueur divisé par un temps au carré. La masse léinique, c'est la masse divisée par la longueur. Donc, c'est m sur L. Donc, je peux déterminer la dimension de t sur mu en divisant tout ça par m sur L. En simplifiant par m. Et L fois L, c'est L au carré. Et on retrouve bien L au carré fois T à la puissance moins 2. Si je mets la racine carrée, je vais obtenir L fois T moins 1. Longueur divisée par un temps, c'est bien une vitesse. Donc, la unité, la dimension est correcte. Bien. Maintenant, calculer la masse léinique. Bon, c'est la masse divisée par la longueur, c'est tout simplement. Donc, il suffit d'utiliser les unités internationales. La masse de la corde, c'est 0,05 kg. La longueur, c'est 5 mètres. Et ça vous donne 0,1 kg par mètre. Donc la vitesse, c'est racine carrée de la tension qui est donnée, c'est 10 newtons divisé par 0,1. Ça vous donne racine de 100, qui est racine carrée de 10 au carré. Et donc ça vous donne 10 mètres par seconde. Vous voyez bien qu'on retrouve exactement la valeur expérimentale calculée à partir de paramètres de l'onde. Maintenant, quelle est la longueur de la corde affectée par la perturbation? Bien, donc voilà, imaginons que ça c'est la longueur d'onde à t égale à 0. Je crée une perturbation. Ensuite, en un temps, un instant t2, voilà la perturbation va arriver dans une autre position. Qu'est-ce qu'on détermine? On cherche cette longueur-là. Quels sont l'ensemble des points qui sont atteints par la perturbation? Bon, d'accord? Faites attention ici. Ça, c'est l'élongation d'un seul point en fonction du temps. Donc, si je prends la source, d'accord, la source, je fais une vibration et pendant tous ces instants-là, le mouvement, le point S va être en mouvement. Après, une fois que l'onde se propage, bien sûr, cette partie-là va être au repos et la perturbation va se propager le long de la corde. Donc, pour déterminer l'ensemble ou bien la longueur de la corde affectée par la perturbation, on va déterminer tout simplement quel est le temps qu'a duré le mouvement du point S. Et pendant tout ce temps-là, la partie, la corde était en mouvement. Bien. Donc, soit dès la longueur affectée par la perturbation, cette partie de la corde est en mouvement pendant combien de temps? Pendant tout ce temps-là.
qui est 30 quoi, millisecondes. Vous connaissez le temps, vous connaissez la vitesse et on peut déterminer la longueur que j'ai appelée ici D. Donc D c'est V fois delta T. Je remplace, donc là faites attention, le temps c'est en millisecondes, il faut le transformer en secondes, c'est 0,03 secondes et ça vous donne 0,3 mètres, ça veut dire 30 cm. Donc la longueur qui est concernée par la perturbation, c'est 30 cm. Bien, donc voilà pour le premier exercice. Donc on va passer au deuxième. Donc le deuxième exercice, on donne le diagramme du mouvement d'un point M. Là on a traité un exercice où il y a une seule perturbation. Là on va passer ce qu'on appelle une onde progressive. Là on va s'intéresser à onde progressive sinusoïdale. Donc on vous donne le mouvement d'un point M d'abscisse X par rapport à la source, extrémité d'une corde le long de laquelle se propage une onde sinusoïdale transversale à une célérité, on vous donne la vitesse, c'est 20 mètres par seconde. Donc voilà le diagramme du mouvement d'un point M. D'accord? Donc comment évolue M, Y de M, d'un point M de la corde en fonction du temps. Et ce point M se trouve à l'abscisse X. Ça veut dire quoi? Vous avez une corde vibrante, T égale à 0. Vous avez la source, c'est-à-dire, et vous avez un point M quelconque de la corde. On va créer avec un vibreur un mouvement sinusoïdal de la source. Cette sinusoïde va se propager. Et vous voyez bien, pendant un certain temps, le point M va être au repos. Une fois la perturbation arrive au point M, le point M va commencer à vibrer. Et ça, c'est l'élongation. C'est juste Y de M. Ce point M, comment il évolue en fonction du temps. Bien. Prélevé du graphe, la période. Donc on va voir comment on détermine la période, la fréquence et la longueur d'onde. Ces trois grandeurs sont très importantes à savoir déterminer à partir d'une courbe d'une sinusoïde, que ce soit sinusoïde en fonction du temps ou bien sinusoïde en fonction de l'espace, de x. Donc déterminer le retard temporel du point M, c'est-à-dire quelle est la durée qu'a met l'onde entre la source et le point M. Et enfin, déterminer l'équation horaire du mouvement du point M et déduire celle du point S. Et trace P, j'ajouterai une question, tracer l'aspect de la corde à un instant T quelconque. On va prendre par exemple 30 millisecondes. Donc voilà des questions vraiment que j'appelle les incontournables, absolument à savoir. Donc voilà la corde à T égale à 0. Donc voilà la source et voilà un point M quelconque de la corde. Bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer avec un vibreur un mouvement sinusoïdal de la corde. Donc le point S va monter et descendre et à partir de là, vous allez avoir une sinusoïde qui va se déplacer le long de la corde. Donc bien sûr, si j'écris juste une perturbation comme ça, pendant cet instant-là, M est au repos. Ensuite, la perturbation va se propager jusqu'à ce qu'il arrive au point M. Une fois qu'il arrive au point M, ce point va reproduire le même mouvement de S, mais avec un certain retard. Ce retard est lié à quoi? Il est lié à la durée que va mettre l'onde pour parcourir cette distance SM. Maintenant, la première question, comment déterminer la période, la fréquence et la longueur d'onde à partir de cette courbe? D'abord, il faut voir qu'est-ce que vous représentez. Je représente l'élongation d'un point M qui est en 10-3 mètres. En fonction de quoi? En fonction du temps, qui est en millisecondes. Donc la période, par définition, c'est le temps qui sépare deux maximums consécutifs. Donc voilà la période. Bon, ce temps-là ou bien ce temps-là, c'est la même chose. Deux maximums consécutifs, ou bien vous démarrez un cycle, voilà un cycle, l'onde diminue, elle augmente, elle diminue. Donc voilà un cycle. C'est ce cycle-là qui se répète. D'accord? Jusqu'à, c'est-à-dire l'onde diminue, je passe jusqu'à ce qu'il passe par un zéro et il diminue. Voilà, et je retrouve le même cycle. Voilà notre cycle. Donc la période, c'est entre deux maximums, ou bien entre ce point-là et ce point-là. Donc je fais la prolongation et je calcule ce temps-là. Donc pour calculer ce temps, il faut utiliser l'échelle qu'on vous donne. Ici, on vous donne un carreau, correspond à combien? Correspond à 10 millisecondes. Combien de carreaux dans cette période-là?
vous avez 1 et 2. Donc t égale à 2 carreaux, et vous faites 2 multiplié par 10, ça vous donne 20. 20 quoi? 20 millisecondes. Bien. Une fois que vous avez calculé la période, la fréquence, c'est tout simplement une formule, c'est l'inverse de la période. Faites très attention. La période, pour calculer la fréquence, il faut transformer la période en secondes. Ah, d'accord? Donc là, c'est très important. Donc la fréquence, c'est l'inverse de la période. 1 sur 20, mais c'est quoi? Millisecondes. Je dois le transformer en secondes. Et ça me donne 50 Hertz. L'unité de la fréquence, c'est Hertz, à condition que le temps soit en secondes. C'est ça les unités internationales du temps, c'est le seconde, de la fréquence, c'est le Hertz. Si vous connaissez la période et la fréquence, bien la longueur d'onde, c'est la fameuse relation lambda est égal à TV. Donc on vous donne la période, on l'a calculée, la vitesse c'est donné, 20 mètres par seconde, vous faites 20 multiplié par 0,02 et on retrouve 0,4 mètres. Donc voilà des questions très classiques. Donc à partir du sinusoïde du temps, on peut déterminer la période. Mais si on vous donne le sinusoïde de l'espace, c'est-à-dire l'aspect de l'onde à l'instant t, dans ce cas on représente la corde, autrement dit ce sera y en fonction de x, dans ce cas là on va déduire lambda et non pas la période. Bien. Le retard temporel. Le retard temporel, c'est tout simplement la durée qu'a mis l'onde entre la source et le point M. Autrement dit, le temps pendant lequel y de M était au repos. C'est-à-dire, il n'a pas encore commencé à démarrer. Donc là, il n'a pas commencé à... Ce qu'on représente, c'est l'élongation du point M. Et vous voyez bien que pendant tout ce temps-là, y de M égale à 0. Et bien ce temps, c'est tout simplement le retard temporel. D'accord? Donc le retard temporel, c'est le temps pendant lequel y de M était au repos. Donc il se déduit directement à partir de la courbe. Vous lisez combien de carreaux? Voilà 1, 2 et puis 3. Donc 3 carreaux. Chaque carreau correspond à 10 millisecondes. Donc θ est égal à 3 fois 10, c'est 30 millisecondes. Maintenant, on veut déterminer y de M, c'est-à-dire quelle est la distance qui sépare la source du point M. Là aussi, je répète, là c'est l'élongation du point M, c'est-à-dire ce point M, jusqu'à pendant 30 millisecondes, il est au repos. À partir de 30 millisecondes, il va commencer à vibrer. Et l'élongation en fonction du temps, c'est ce qu'on représente ici. Maintenant, ce qu'on vous demande, c'est de déterminer quelle est la distance entre le point M et la source. Bon, on connaît la durée qu'a mis l'onde avant d'arriver au point M, on connaît la vitesse, et vous connaissez bien sûr que la vitesse, c'est toujours la distance sur le temps. Donc, c'est la distance SM divisée par le temps qu'a mis l'onde pour arriver au point M. Et donc, SM, c'est la vitesse fois θ, et la vitesse, c'est 20. θ c'est 0,03 et ça nous donne 0,60 mètres ou bien 60 cm. Donc le point M se trouve à 60 cm de la source. C'est à partir de ces données-là. Très bien. Donc je continue. Maintenant, une question très importante. Je l'appelle étoile. Ah, c'est un peu difficile pour certains élèves. Comment déterminer l'équation horaire du mouvement du point M? Et puis déduire celui de la source. D'abord, ça c'est une sinusoïde. Et une sinusoïde, comme j'ai donné dans le cours, la forme générale, c'est A, une constante A, ce qu'on appelle l'amplitude, fois sinus 2π sur T, fois T moins θ, parce qu'il s'agit du point M. S'il s'agit de la source, ça sera uniquement 2π sur T fois T, plus une phase. Donc, dire la question déterminer l'équation horaire, ça revient à déterminer c'est quoi A, c'est quoi T, voilà les inconnus, c'est quoi θ et c'est quoi phi. A, c'est ce qu'on appelle l'amplitude, T, c'est ce qu'on appelle la période, θ, c'est le retard temporel, et phi, c'est la phase. Qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de cette courbe? L'amplitude, c'est la longueur maximale de l'élongation, donc c'est cette longueur-là. Donc ça, je peux le déterminer directement en lisant sur la courbe. C'est combien? C'est combien? C'est 2. 2. Mais 2 quoi? 2 fois 10 puissance moins 3 mètres. Donc tout de suite, A égale à 2 fois 10 moins 3 mètres.
La période, c'est déjà calculé. Θ, c'est déjà calculé. Donc, il vous reste juste à déterminer la phase. Donc, θ, c'est déjà calculé 30 millisecondes. La période, c'est 20 millisecondes. Ah, je viens de dire que c'est 2 fois 10 moins 3 mètres. Qu'est-ce qu'il nous reste à déterminer? La phase. Et là, je vous donne une méthode très simple pour calculer la phase. Faites très attention ici, on ne peut pas dire les conditions initiales. Parce que ça, c'est une courbe qui est représentée pour t supérieur à θ. Donc on ne connaît pas, on ne peut pas déterminer ce qui se passe à t égale à 0 à partir de cette courbe. Donc ça, c'était θ. Voilà. Cet instant-là, c'est θ. C'est à partir de l'instant θ que y de m commence à vibrer. La méthode, elle est très très simple. On va déterminer tout simplement phi doit avoir la valeur de telle façon que l'élongation du point M à l'instant, donc ça c'est une période, de là à là c'était, d'accord, ça c'est une période, ici c'est t sur 2, ici c'est combien? C'est t sur 4. Donc si t est égal à θ plus t sur 4, cet instant là c'est t sur 4, je dois trouver ym égale à moins 2, c'est-à-dire moins 1. Voilà, la phase doit être réglée de façon que si t est égal à θ plus t sur 4, l'élongation doit être maximale, mais en sens inverse. C'est tout simple. Donc je calcule l'élongation de m à l'instant t est égal à θ plus t sur 4. C'est-à-dire je remplace ici t par quoi? Par θ plus t sur 4. Et vous voyez bien que θ plus t sur 4 moins θ va se simplifier. Il va rester juste a sinus 2π sur t fois t sur 4 plus phi. Vous simplifiez par t, vous simplifiez par 2, il va vous rester a sinus π sur 2 plus phi. Et donc c'est a cosinus phi. Donc je viens de montrer que en remplaçant dans cette équation là l'instant t par θ plus t sur 4, donc θ plus t sur 4 moins θ en simplifiant par θ, il va vous rester 2π sur t fois t sur 4, et il reste donc l'élongation de m en ce point doit être égale à a cosinus phi. Or, d'après la courbe, cette élongation c'est moins a, parce que j'ai appelé a2, donc cette élongation égale à moins a. En simplifiant par a, on trouve cosinus phi égale à moins 1. Quel est l'angle pour lequel cosinus phi égale à moins 1? C'est pi. Voilà. Et on a tout déterminé. Donc je peux dire que y de m, c'est a, qui est 2 fois 10 moins 3, sinus 2π sur t, il faut tout écrire en unité internationale, 2 fois 10 moins 2, c'est-à-dire 2 millisecondes, facteur de t moins θ, qui est 30 millisecondes, 0,03 plus pi. Bien sûr, je peux faire des simplifications, 2π sur 2 10 puissance moins 2, c'est 100 pi fois pi, 2π sur 2 10 moins 2 fois 0,03, ça vous donne 30 pi. Donc là, c'est 2k pi, et vous savez que sinus a plus 2k pi, c'est sinus a. Donc je peux enlever 30, et en définitive, il va vous rester, voilà l'expression de y de m en fonction du temps. Donc 2 10 moins 3, sinus 100 pi fois t plus pi. Très bien. Maintenant, déduire l'équation horaire du point S. Bon, c'est très facile aussi. Donc là, il suffit, vous avez suivi le cours. Qu'est-ce qu'on a dit? L'élongation du point M à l'instant θ, c'est l'élongation qu'avait la source à l'instant antérieur, qui était moins θ. Voilà, donc l'élongation du point M, c'est-à-dire le mouvement du point M à l'instant t, c'est le mouvement qu'avait la source, mais à l'instant antérieur, c'est-à-dire à l'instant t moins θ. Ou bien, je peux dire là aussi que le mouvement du point S de la source à l'instant t, c'est le mouvement du point M à l'instant t plus θ. Donc voilà, je représente la courbe ici. Voilà la source. Et voilà le point M. D'accord? La source commence à t égale à 0. Donc à t égale à 0, bien sûr, le M elle est nul. À l'instant t1, juste après. Voilà l'instant t1. Voilà le mouvement de la source. Y de S a démarré, a bougé vers le haut. Toujours M est non nul. Donc le mouvement de M va être ne va démarrer qu'à l'instant t plus θ. D'accord? Donc il suffit de remplacer dans cette équation là t par t plus θ.
pour trouver y de s. Et voilà, je remplace y de m dans l'équation y de s, y de m par t plus θ, et je retrouve tout simplement cette relation-là. Donc vous avez 100 fois θ, ça vous donne 3π, et 3π plus π, ça vous donne 4π, et donc y de s est égal à 2 10 moins 3 sinus 100π. Vous voyez bien qu'il y a un déphasage de π entre, ça veut dire la source et le point M vibre en opposition de phase. C'est-à-dire, si je peux représenter la source ici, puisqu'ils sont en opposition de phase, si je peux représenter ici la source y de S, donc ça va être vers le haut, ensuite, vous voyez, voilà, et ainsi de suite. Bien, donc voilà pour ce deuxième exercice. Bon, maintenant il me reste encore une question, j'ai oublié, donc vous voyez, donc je récapitule pour expliquer un peu comment déterminer l'équation horaire d'un point M quelconque. C'est une sinusoïde. D'abord il faut écrire, bon, si c'est la source, c'est très simple, il faut écrire juste A sinus 2 pi sur t fois t plus phi, ou bien oméga t, 2 pi sur t c'est oméga, donc oméga, ou bien 2 pi sur t c'est la même chose. Donc 2 pi sur t fois t, bon, c'est la source. Si c'est un point M de la corde, il faut tenir compte du retard temporel. Donc 2 pi sur t fois t moins θ plus phi. Donc qu'est-ce qu'il faut déterminer? L'amplitude, la période, le retard temporel et la phase. Et si vous connaissez y de m, vous pouvez déterminer y de s par la relation que j'ai déjà expliquée dans le cours, qui est la suivante. Si vous connaissez y de m ou y de s, vous pouvez passer de l'un à l'autre en utilisant soit cette relation-là, soit celle-là. C'est la même chose. Donc on passe de cette relation à celle-là en remplaçant tout simplement t par t plus θ. Je remplace ici t par t plus θ, et je remplace ici t par t plus θ moins θ, et il vous reste t. Bien, maintenant on veut tracer l'aspect de la corde à un instant t quelconque. J'ai déjà expliqué dans la vidéo comment il faut faire, donc il suffit de savoir combien de longueur d'onde correspond à cet instant-là. Et après, commencer à tracer la courbe en marche arrière. Bien, donc lambda, on a dit c'est 0,4 mètres. Déterminer M, la position, donc on va chercher la position du front d'onde, c'est-à-dire l'avancement, le point le plus avancé de l'onde à cet instant-là. C'est-à-dire le front d'onde a parcouru combien de distance. Donc la distance c'est V fois T, et à cet instant-là, 30 millisecondes, connaissant la vitesse, on trouve D égale à 0,6 mètres. D'accord? Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé la position du front d'onde à cet instant-là, parce que je dois savoir l'aspect de l'onde à cet instant. Maintenant, je dois chercher combien de longueur d'onde dans 0,6. Donc il suffit de diviser par la lambda. Donc n, le nombre de longueurs d'onde dans 0,6 mètres, c'est d sur lambda. Si vous remplacez d par lambda, 0,6 divisé par 0,4, ça vous donne 3,5, ça vous donne 1,5. Donc le front d'onde a la distance entre la source et le front d'onde, c'est 1,5 lambda. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je trace, ou bien vous avez une deuxième façon. Donc, bon, ça y est, déjà, je peux répondre à ça. J'oublie maintenant la deuxième méthode. Voilà, je trace maintenant la courbe. Voilà le front d'onde. Et je trace la courbe en marche arrière. Et je m'arrête quand je parcours 1,5 lambda. Donc voilà une longueur d'onde de là à là. Donc voilà une longueur d'onde. Et j'ajoute 0,5 lambda. Et vous voyez qu'entre la source et le point M, vous avez lambda plus 0,5. Donc voilà la forme de l'onde à cet instant-là. Vous avez une deuxième façon de déterminer, c'est de calculer juste le nombre de périodes dans cet instant-là, donc 30 millisecondes. Donc 30 millisecondes divisé par la période, ça va vous donner aussi 0,5. Autrement dit, le front d'onde, ce temps-là correspond à 1,5 période, qui est aussi 1,5 longueur d'onde, et on retrouve la même chose. Donc voilà, pour déterminer l'aspect de l'onde à n'importe quel instant, vous cherchez juste cet instant-là combien de périodes, ou bien combien de longueur d'onde. Et si on connaît combien de longueur d'onde, on trace la courbe en marche arrière. Je place d'abord le front d'onde, et si j'ai une longueur d'onde, j'arrête là. Si j'ai juste lambda sur 2, j'arrête là. Si j'ai 0,75 lambda, j'arrête là.
et ainsi de suite. Si j'ai 1,5 lambda, je fais lambda plus 0,5. Donc voilà pour cette partie, je m'arrête là. Je vous laisse le soin de faire la suite et bien sûr j'attends vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir l'ensemble des exercices et des cours qui seront présents tout au long de cette année. Donc à bientôt pour d'autres vidéos.